Sarthe un jour, Sarthe toujours, Sarthe un jour avec les croqueurs de pommes Maine et Perche. Bonjour messieurs. Bonjour, monsieur. Alors monsieur Perrochot, André, voilà. de son prénom, président. Président de l'association des croqueurs de pommes. Je vous avais reçu ici même il y a 2 ans, je crois, à peu près. Hein. Ouais. Et puis Jacques Blin, qui en est le trésorier. Oui. Voilà. Bon, c'est important, ça, les sous. Très important. Bon, vous êtes des passionnés d'arbres. D'arbres fruitiers. Et de fruits. Oui. D'arbres fruitiers, oui. Bon, vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis, il nous a amené un cadeau très intéressant. Puis, alors, ça flash hein, dans l'écran. Les gourmandises, numéro 2, des croqueurs de pommes sont des recettes. Ça va être intéressant, en base de fruits. Et notre autre invité, je suis particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le recevoir. On n'avait jamais trouvé l'occasion. C'est Pierrick Bourgault. Bonjour. Bonjour. Pierrick, vous êtes photographe. Ça, c'est votre premier métier, on va dire. Hein, c'est ça. Tout à fait, oui. Mais vous êtes un passionné de plein de choses, des bars. Tout à fait, de ces petits mondes attachants et passionnants que sont les bars. Alors celui le plus attachant du Mans, c'est chez Janine, non? Voilà, exactement. Vous aviez fait quelque chose chez Janine, oui, je crois. dans plusieurs livres, je cite le bar de la mer La Pipe. Donc. Voilà, et là, vous avez décidé de raconter une jolie histoire, enfin jolie, ça n'a pas été facile tous les jours, celle de votre grand-père au moment de la guerre 14-18. Tout à fait. Ça s'appelle Retrouver vos ancêtres en 14-18, parce que, curieusement, vous êtes dit, ça a été compliqué pour moi, peut-être, de trouver toutes les informations. Il faut qu'en plus, je donne le tuyau à ceux qui me lisent de comment on fait, quoi. Exactement. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est une guerre très administrative, et il y a plein de sources publiques, nationales, départementales, aux archives, des sources aussi dans la presse. Et toutes ces sources révèlent des secrets de famille, de ce qu'ont vécu nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grands-oncles. Et c'est intéressant de les retrouver. Donc, la méthode que j'ai mise au point pour mon grand-père, je la propose à tout le monde. Bon, vous nous raconterez ça dans un instant. Alors revenons aux pommes, aux croqueurs de pommes pour être précis, créé en 1978. Voilà, qu'était créée cette association dont le vrai nom est Association pour la sauvegarde des variétés fruitières en voie de disparition. Dites croqueurs de pommes. Mais en même temps, c'est clair. Tout de suite, on sait ce que vous avez envie de faire. Et qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser aux fruits en voie de disparition? Eh bien, disons, c'était leur disparition. Parce que vous êtes gourmand à la base n'empêche pas. Oui. C'est surtout la disparition, disons, qui était échelonnée, quoi, étant donné que ces variétés-là n'étaient plus reproduites. Il y a eu un mouvement aussi de population après la dernière guerre qui fait que cette production locale, c'était des produits locaux et variétés locales qui correspondaient au genre de vie de cette époque, n'est-ce pas? Donc, après, les verges industrielles se sont implantées et ces variétés-là étaient, disons, interdites de commercialisation. Les arbres fruitiers sont comme nous. Ils naissent, ils vieillissent et disparaissent. Donc, si personne s'était occupé de ça, c'est-à-dire toute arboriculture qui correspond, disons, à des siècles auparavant, serait disparu. Tout simplement. On vous sent énervé sur le truc. Non, pas du tout. 20 ans après ou 30 ans après, ça y est, maintenant, c'est bon. Voilà. Vous les avez sauvés, j'allais dire. Exactement. 110 variétés de pommes à couteau dans votre verger, à Jupille, 25 variétés de pommes à cidre, c'est toujours valable, 25 variétés de poires, et une trentaine de variétés de pruniers cerisiers. Oui, plus celles qui sont chez nos adhérents. Bon, parce que... de toute façon, j'allais dire, avec la mode bio, entre guillemets, j'imagine qu'on les aurait... conserver, récupérer. Non. Attention, une espèce qui disparaît, elle est disparue à jamais. Ouais. Exactement. Oui, on ne peut pas la reproduire. Non. On ne peut pas la recréer. Voilà. Et pourtant, vous faites des greffes. Ah oui. Oui, mais justement, c'est là. Dites-moi. C'est tout notre travail. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ça, puisque ça va se passer dans peu de temps. Là, le 1er mars, bourse au greffon à Jupille. À Jupille, oui. Où vous aurez même notre ami là qui va vous faire une démonstration de taille, et vous aurez même un petit cours sur le greffage. Bon, alors pour les béotiens, ça sert à quoi une greffe? Qu'est-ce qu'on fait avec une greffe? C'est reproduire la variété, exactement. Une greffe, c'est un clone. C'est exactement la même variété que vous pouvez transmettre que par la greffe. Sinon, si vous semez un pépin à un noyau, donc il y a eu fécondation, donc c'est une nouvelle variété. D'accord. Plus ou moins bonne, bien entendu. Mais donc, cette variété-là, par la greffe, vous reproduisez exactement
variété. Très bien. Donc, on est obligé de passer par la greffe. Et pour ce faire, il faut quoi comme outil? Eh bien, il faut d'abord prendre le greffon qui correspond à la pousse de l'année, n'est-ce pas? Ensuite, un porte-greffe adéquat, parce que les variétés botaniques sont bien étanches. Mhm. Vous ne pouvez pas greffer un pommier sur un cerisier, ou vice-versa. Vous pouvez greffer un poirier sur un conassier, mais non l'inverse. Waouh. Vous avez compris que c'était pas simple, hein. Alors si vous avez envie de vous en sortir, alors d'abord vous adhérez. 180 adhérents aujourd'hui? Oui, À peu près. ouais. Le trésorier doit oscille savoir, entre 150 et 200 bon an, mal an. Ouais. Donc, et vous les informez sérieusement. Ah bah Ça, oui. moi, je suis surpris, hein, parce que vous avez vraiment beaucoup de littérature, j'allais dire. Oui, oui. Alors, les croqueurs de Maine et Perche, là, c'est le 46. Voilà, ça c'est notre bulletin de l'association. Ça sort tous les combien, ça? Ça, une fois par an, parce que D'accord. bon, il y a toutes nos variétés. Impressionnant, hein. Je vais passer Toutes nos à Pierre variétés. pour qu'il regarde ça. Plus, bien entendu, pour voter l'Assemblée Générale. Qui est bientôt aussi, d'ailleurs, la semaine prochaine. le 28 février. À Jupille, toujours. Voilà. Le samedi 28. Et ça, c'est le bulletin du national. D'accord. Je crois qu'on... 5 par an. Et il y a combien d'adhérents sur la France? À peu près entre 7500 et 8000. 8000, oui. Et alors, à l'intérieur du bulletin, on y trouve ces fiches là qui sont très pratiques. Là, par exemple, sur la pomme Ça s'appelle des fiches Pas d'être. pomologiques. Voilà. homologique. Pomologiques. Homologique, ah bah oui, tout bêtement, oui. Non, monsieur. Non. Pomologique. Une pomme, comment ça s'écrit? Ça s'écrit pas pareil. P-O-2-M-E. Oui, là, c'est Tandis que la P-O-M-O. pomologie, P-O-M-O. D'accord. Ça n'a rien à C'est-à-dire voir avec c'est les pommes. Non, C'est la non. pomone. Ouais, C'est les anges, c'est la des... Je me fais engueuler, moi. l'étude des fruits. L'étude des fruits. C'est l'étude des fruits. Bon, très bien. Bon, on n'y trouve pas que des pommes, vous avez raison, puisqu'on y trouve là, par exemple, un bigarreau. C'est cerise, oui. Poire, Ah. cerise, châtaigne, noisette. Très bien. L'almanach, mais ça, on vous l'avait déjà présenté. Ouais. Particulièrement complet. Le printemps, cette année, eh ben, on y parle de quoi? C'est bientôt le printemps? Dans un mois et demi, Ouais, à peine. Ouais. De rapaces, de renards et de chauves-souris, par exemple. Et ça, Non, ça demande un travail aussi à effectuer, faire un almanach. C'est colossal, hein. Ouais. Il y a un travail magnifique. Et puis alors, ces gourmandises que vous nous amenez là, Ouais. Bah, c'est ni plus ni moins des adhérentes, des croqueurs de pommes. oui, Vous en avez une derrière, là. Et particulièrement douée, et ben, qui envoient bon, Leur recette. leur leur recette. recette. Alors, il y a des choses, on va dire simples, mais je sais pas, je dis simple, j'en ai jamais fait de ma vie. Hein. Sirop de framboise, de cerise, de fraise. Ah, du vin de nef, tiens, c'est marrant ça. J'ai vu des bonnes choses tout à l'heure, des charlottes. Ouais. Hein, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Un gâteau normand. Etc., des gâteaux aux noix, les forêts noires, enfin, bon. Donc, pour tout ça, eh ben, vous allez à Jupille. Voilà. Oui. Donc, rendez-vous pour les adhérents ou ceux qui veulent l'être à l'Assemblée Générale. Ouais, mais enfin, bon, c'est les adhérents à l'Assemblée Générale. Bah, s'ils veulent l'être, s'ils prennent leur adhésion, Oui, s'ils veulent, Oui, oui, oui. ouais, pas de problème. On accepte tout le monde, on est braves. Et puis, alors, vous disiez, c'est le 2 ou 3 mars, je sais plus. Le 1er mars. Le 1er mars, mars. Dimanche la 1er bourse mars. au greffon. De quelle heure à quelle heure? Disons 10 heures. Oui. Hein, laissez-nous un peu monter le stand. 10 heures jusqu'à 17 heures. Voilà. C'est dans la salle des fêtes de Jupille. Voilà, Ouais. salle des fêtes de Bon, Et Jupille. dimanche prochain, nous sommes à la Flèche. Alors, attention, prochain, ça veut dire le 20... Le 22. Le 22, voilà, parce qu'il y a des gens qui vont voir l'émission après, donc on est d'accord que le 22, vous êtes à la Flèche toute la journée aussi. Oui. Dans quelle Oui, salle? toute la journée, la salle, l'espace Montréal. Très bien. Bon, allez, on parle de retrouver nos ancêtres maintenant. Alors Pierrick, vous nous disiez tout à l'heure que la guerre 14-18 avait modifié les habitudes alimentaires. Tout à fait. C'était une grande modification puisqu'il fallait nourrir 3 millions d'hommes qui étaient de la frontière suisse à la mer du Nord avec des produits qui ne poussaient évidemment pas sur place. Donc c'était le début de la montée en puissance de la conserve et puis de l'abattage de troupeaux déplacés. Donc on a quitté, durant cette guerre, mais c'est resté après, on a quitté les productions locales. Mmh. Très bien. Bon, alors je sais que ça va être très court, alors ça va être compliqué de tout dire. Moi, je suis intéressé de vous inviter pour nous parler de ce livre à plusieurs titres. D'abord, vous avez eu la chance d'avoir une préface signée de Stéphane Hessel. Vous avez demandé à Stéphane Hessel, Tout à fait. donc relativement peu de temps avant sa mort, en fait. Tout à fait, c'était quelques mois avant. Quelques mois avant, Oui, oui. de faire une préface et il s'est plié avec plaisir.
Tout à fait. Préface et conclusion, puisque je voulais donner un éclairage international aussi à cette histoire d'un soldat ordinaire. Voilà, et dans cette préface, effectivement, il fait un parallèle entre, aussi sa propre expérience et celle de votre grand-père. Votre grand-père de Saint-Frimbault de Prières, ça c'est un joli nom déjà pour un village. C'est un joli village en plus, dans lequel vous êtes né. Hein. Tout à fait. Enfin, vous avez vécu votre Mayenne, enfance là-bas, en Mayenne, oui. pas loin de Mayenne d'ailleurs. Tout à fait. Et où il a été, en tout cas sur la fin de sa vie, propriétaire du bistrot. Hein. Voilà, il tenait un bistrot où j'ai passé de très belles heures d'enfance, donc je suis resté proche des bistrots. Enfin, Oui, j'aime bien l'univers des bistrots. Vous êtes en France probablement le plus grand spécialiste du bistrot quand même. Une vingtaine de bouquins écrits sur les bistrots. Paris 200 bars et concerts, le café de mon enfance, tournée générale quand le Massif central réinvente les bistrots. En plus, les titres sont quand même plutôt sympas. Un bistrot sinon rien, guide Paris bar déco, Paris et bar. Bon, c'est incroyable. Monbar.net, le site consacré au bistrot, c'est vous. Tout à fait. C'est une vraie passion, quoi. C'est une passion d'enfance, mais je m'y sentais bien. Oui, ça peut être intéressant, ça. Oui. Vous aussi, vous aimez bien les bistrots? Ah oui. Ah bah ça tombe bien. Vous allez pouvoir donner des tuyaux. Quand on s'y sent bien, on a envie d'y rester. Mais je comprends. Et puis, ce sont des lieux utiles, ce sont des lieux pour l'expression, pour les concerts, pour des expositions, pour que les gens se parlent, alors qu'il n'y a pas tant que ça de lieux de parole. Le bistrot a plein d'usages, en fait. Ouais, puis il y en a même qui prennent des paroles comme ça, qui volent dans les bistrots pour en faire des bouquins. Bref de comptoir. Bref de comptoir, et ça marche plutôt bien. Bon, éloignons-nous des bistrots, rapprochons-nous de votre grand-père qui a connu la guerre. Pendant 3 ans, il a été blessé une première fois, mais sans trop de gravité, elle s'est déroulée comme pour les autres, en quelque sorte. Et puis, un jour, son canon explose, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc, son histoire militaire a commencé au Mans, puisqu'il était formé comme artilleur. D'ailleurs, il y a des photos. Voilà, il est de la caserne Pexence. Il est parti au front, comme beaucoup. Et j'avais retrouvé un petit carnet avec toutes ces informations. Donc à partir de ce carnet, à partir d'informations des archives départementales, des archives nationales, des archives en ligne, on peut retrouver énormément de choses. On peut retrouver la taille, la couleur des yeux, ce qu'il a fait, les batailles, les médailles, les accidents, énormément de choses que l'on ignore sur nos ancêtres. En fait. Mais comment vous arrivez à lire? On est en train de voir un document là. C'est pas toujours simple de lire parce qu'en plus, il n'écrivait pas dans de bonnes conditions. Eh bien, curieusement, ils écrivaient de façon assez lisible. Si, quand même. Ils écrivaient. Puis bon, les archives, c'est une guerre très administrative, donc les archives ont été écrites de façon très calligraphiée. Alors moi, je suis très surpris. Alors dans le livre, évidemment, on a affaire à un photographe. Donc l'iconographie est importante. On trouve beaucoup de photos magnifiques. Et alors en couleur. D'ailleurs, je suis très surpris de la qualité des photos en couleur. Hein. Des autochromes de 1913 ou 1915. Ils sont exceptionnels. Mais on y trouve surtout cette lettre. Qui est adressée à monsieur et madame Bourgault, donc qui étaient les parents de votre grand-père, qui leur explique qu'il a eu un accident, bon, c'est pas très grave, mais qu'il a eu un accident. Il vient de perdre son bras quand même. Hein. Il s'est passé quelque chose, oui. Alors en fait, les lettres, c'est très important de retrouver ces lettres d'ancêtres. Si on ne les a pas, on peut quand même faire des recherches, mais les lettres ne disaient pas tout. Il y avait la censure, et puis également, ils ne voulaient pas inquiéter leur famille. Donc il faut lire un petit peu entre les lignes. Et puis, ils voulaient rassurer leur famille, c'est surtout ça. Bon, votre grand-père que vous avez connu comme capitaine Crochet. C'est-à-dire qu'il avait un crochet à la place de la main. Quoi. Ça m'a toujours intrigué et j'ai cherché à en savoir davantage. Et vous aussi, vous pouvez retrouver ce que vos ancêtres ont vécu en 14-18. Ah oui, mes grands-pères ont aussi fait la guerre. Donc, il y a des documents. On ne s'intéressait pas à l'époque de leur vivant, on ne s'intéressait pas à ce qui leur était arrivé. Et beaucoup de documents sont disponibles en fait. Mais on peut retrouver le dossier médical, on peut retrouver des dossiers relatifs aux batailles, retrouver des dossiers relatifs aux actes de bravoure, des passages marqués à l'encre rouge aussi, par exemple. Ça peut... Enfin bref, vous dites c'est passionnant. Surtout quand on s'intéresse au sujet en question parce qu'il a un rapport direct avec nous, quoi. C'est ça. On peut retrouver aussi sur le monument aux morts de la commune, on peut retrouver l'itinéraire de chaque soldat. Bon, il y a 300 000 fiches individuelles des morts pour la France. Tout à fait. Et on peut les consulter. Elles sont sur Internet. Elles sont en ligne. Oui. Ainsi que le journal Les Marches et Opérations, c'est-à-dire 1 500 000 pages de journal, jour après jour, où les états-majors écrivaient ce qui se passait. Donc vous avez la chance de retrouver parfois le nom de votre grand-père.
Bon. de votre arrière-grand-père. Alors, à découvrir comment faire, ça c'est le début du livre, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour mon grand-père et évidemment, c'est particulièrement fouillé, vous vous en doutez, à découvrir en combien de pages, c'est énorme, hein. C'est un peu une boîte à outils. 245 pages, mais fort bien illustré. Bon, moi je voudrais pas vous quitter sans parler quand même de l'autre vie que vous avez. Alors, j'ai dit que vous étiez journaliste indépendant, que vous étiez photographe, nominé 2 fois au Grand Prix du journalisme de la FJA, Grand Prix également des sciences de Sciences Po, pour les zinzins du zinc. Voilà, le premier et le dernier guide des bars à vin en France, il n'a pas été fait. Il n'y en a pas eu d'autres. Non. Une grande mode, hein, des bars à vin. Tout à fait. Ça fonctionne toujours aussi bien ou Ça marche bien. Il y en a de plus en plus, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de faire des guides et les éditeurs ne se lancent pas forcément, ou alors il faudrait le faire régionalement. Enfin, Et puis pour ramener Pierrick Bourgault un peu à la Sarthe, alors vous y venez régulièrement en fait, hein, je crois. Je voudrais rappeler que c'est vous qui avez fait les jardins secrets de Lucé. Le film qui a été monté ici d'ailleurs dans les locaux. Coproduit par Canal 8 à l'époque. Hein. Exactement. Voilà. Et puis un livre qui raconte l'histoire du Grand Lucé à l'époque lors de la rénovation du domaine et des jardins. Et puis comme votre métier, encore une fois je le disais, c'est photographe, vous faites aussi quelques bouquins qui peuvent permettre à ceux qui les lisent d'apprendre à bien utiliser un caméscope, par exemple. Voilà. Et même Minitel et ordinateur, j'ai découvert ça, c'est drôle, ça, Minitel. C'est très ancien. Ouais. C'est mon premier livre en 85. Et puis, dernière chose, vous faites des ateliers d'écriture à l'Université Paris 11, à l'École centrale de Paris et à l'Université de Marrakech. Ça m'est arrivé aussi, oui. Ouais. Et puis toujours aussi pour des œuvres caritatives. Alors oui, par exemple, les droits d'auteur, l'intégralité des droits d'auteur de Retrouver vos ancêtres en 14-18, c'est pour Handicap International. Ah, c'est bien de le dire. Très bien. Comme Stéphane Hessel a fait la préface, donc on a convenu ça ensemble. C'était ce qu'on a convenu avant sa disparition. C'est sympa. Bon, vous êtes renseigné sur vos pères ou grands-pères qui ont fait la guerre? Oui, bien sûr. Ouais. Bon. Je sais exactement parce que j'ai fait une démarche auprès des archives, j'ai eu, disons, la fiche individuelle, n'est-ce pas? Puis là, j'ai vu qu'il était blessé. Lui était blessé à l'attaque de Chemin des Dames le 25 avril sur le plateau. Comment il s'appelle? De Crown. Plateau de la Californie. Le plateau où il y a une ancienne abbaye là. La Californie, c'est un peu sur la droite. Il y a Glisière qui me vient en tête, mais c'est pas ça. Bien, écoutez, en tout cas, on voit que vous avez bien suivi. On va continuer à en parler tout à l'heure. Absolument. Vous avez bien noté. Si vous voulez, j'ai piqué le pistolet de mon grand-père qui avait fait 14-18. J'ai encore ici. Ah bon? C'est quelle marque? Oh, c'était un... Je ne rappelle plus. Bon. Je pourrais vous le montrer. Aux éditions Ouest France. Aux éditions Ouest France, donc ça s'appelle Retrouver vos ancêtres en 14-18. C'est signé Pierrick Bourgault. À découvrir absolument. Quant aux croqueurs de pommes, eux, ils sont plutôt à rencontrer. On rappelle le 1er mars, donc, à Jupille, pour les greffons. Et une bourse au greffon. Une bourse au greffon, voilà. Avec une bourse. Merci, messieurs. Merci d'être venus. Merci. Dans un instant, Intensément Sartois avec Christian Lelarche.